Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, 3 ans après la mise en œuvre d'une réforme de la décentralisation, le Bénin marque une pause pour évaluer les progrès accomplis et identifier les ajustements nécessaires. Le président Patrice Talon a réuni les autorités de la gouvernance locale pour une rencontre démontrant la volonté du gouvernement de consolider les acquis et de parfaire un système pour le développement national. Depuis plusieurs décennies, la planète subit un réchauffement climatique, principalement causé par les activités humaines. Cette hausse des températures n'est pas sans conséquences. Extinction d'espèces, il existe des seuils critiques que l'humanité ne doit pas dépasser, mais quelles sont ses limites? La réponse dans un instant. À la page inter, Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes aériennes ce lundi, 4 jours après le déclenchement de la vaste offensive d'Israël contre l'Iran. Le conflit entre les deux pays ne montre aucun signe d'apaisement. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information. Le chef de l'État, entouré des membres du gouvernement et les acteurs clés de la gouvernance locale, a présidé un séminaire consacré à l'évaluation et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. L'objectif de cette rencontre était de dresser le bilan de cette réforme en vigueur depuis 3 ans. Suivons. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. À l'évaluation au quotidien, on observe plutôt à travers les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Autre volet de l'actualité, le réchauffement climatique n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité bien présente. Chaque année, les températures battent de nouveaux records, les catastrophes naturelles se multiplient et les écosystèmes sont fragilisés. Voici Diane Laroux, ingénieure prévisionniste, nous expose ici les limites à ne pas franchir. Et de plus en plus, nous sommes confrontés à l'augmentation de la température générale, que ce soit au niveau du monde entier en matière de moyenne, que ce soit au niveau de nos pays et même dans nos communautés. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Et je vais parler des dernières données qui ont été présentées par l'Organisation météorologique mondiale
pas plus tard qu'en début janvier de cette année. Et elle a été enregistrée que 2024 était l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis la période pré-industrielle. Et non seulement ça, ces réchauffements, nous avons commencé par les constater depuis 2015. Donc là, de 2015 à 2024, là nous avons 10 années sur lesquelles nous avons régulièrement enregistré une température qui est supérieure à la moyenne pré-industrielle. Et particulièrement l'année 2024 a été comme une sonnette d'alarme parce que pour la première fois, nous avons dépassé le seuil symbolique de 1,5 degré qui a été dit au niveau de l'accord de Paris. Et c'était fixé qu'on ne devrait pas dépasser un seuil de 1,5 degré. Mais malheureusement, l'année 2024, nous avons enregistré un dépassement de 1,55 degré. Un record qui n'a jamais été atteint. Et évidemment, cette hausse va entraîner des répercussions sur d'abord l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en augmentation comme en intensité. Alors, les causes de ce réchauffement climatique, nous allons les trouver principalement au niveau de l'exploitation de l'énergie fossile. Autre aspect aussi qui est, je vais dire, pas le moindre quand même, c'est que naturellement notre climat est appelé à se réchauffer. C'est-à-dire que nous avons des causes naturelles, comme par exemple les phénomènes El Niño. Lorsque ces phénomènes El Niño surviennent, ça a des variations. Certaines années, nous enregistrons cette hausse-là de température et donc une augmentation de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais dans tous les cas, l'action de l'homme contribue encore à amplifier ces phénomènes naturels que nous connaissons de notre climat. Nous sommes pratiquement les moins à émettre ces gaz à effet de serre, mais à cause de notre position géographique et aussi de notre capacité de résistance à ces phénomènes, nous sommes les plus qui subissent en fait les impacts de ces changements climatiques-là. Et donc, c'est ça, en fait, la capacité d'adaptation de nos infrastructures et de nos capacités sont faibles. Ce qui fait que lorsque ces phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes surviennent, les dégâts sont énormes. Que ce soit sur nos infrastructures, que ce soit sur nos biens. Par exemple, les inondations ou encore les sécheresses ou les pluies tardives. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur la production agricole au niveau national. Si nous voulons vraiment limiter l'émission des gaz à effet de serre, nous devons impérativement transiter vers les énergies renouvelables. Le soleil, l'hydrologie. Pourquoi ne pas opter sur des voitures électriques? Pourquoi ne pas, dans nos ménages, faire par exemple des habitations qui limitent moins la consommation de la climatisation? Adopter des mesures qui nous obligent en fait à ne plus être trop dépendants des énergies fossiles. Mais les populations aussi ont leur rôle à jouer à travers le choix, je vais dire leur mode de vie. Que notre mode de vie ne soit plus très dépendant des énergies fossiles. Que même dans nos habitudes, nos petites habitudes, nous limitons notre émission de gaz à effet de serre. Par exemple, l'utilisation des plastiques ou notre méthode agricole, enfin les techniques agricoles que nous utilisons, nous devons de plus en plus transiter vers ces énergies renouvelables. L'autre aspect aussi à ne pas négliger, c'est que nos gouvernements et nos politiques doivent vraiment mettre en œuvre des normes, des lois sur par exemple la taxation du carbone pour faire en sorte que les accords de Paris soient respectés au niveau pays, mais également au niveau local. Autre chose que nous pouvons faire également, c'est que oui, nous devons en fait mettre aussi des systèmes d'alerte précoce en place pour attirer l'attention des populations et même des décideurs lorsque nous avons l'information que de tels phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes doivent survenir. Dans un tout autre registre, à présent, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la vie des jeunes, notamment lorsqu'il s'agit de mode. Ces plateformes offrent un espace où les tendances se créent, se diffusent et évoluent à une vitesse incroyable. Pour beaucoup d'adolescents, le style vestimentaire devient une façon de s'exprimer et de s'identifier, souvent sous l'influence directe ou indirecte des contenus qu'ils consomment en ligne. Suivons ici quelques propos. J'aime bien les t-shirts moulants. Quand tu le matin, tu me vois direct, tu sais que bon, je ne peux pas porter les trucs cintrés. Du coup, j'aime les trucs qui ont plus d'espace et je me sens libre dans ma peau. Et puis les trucs qui sont à la mode.
On est jeune avec le temps, bon, tu dois sortir, faire des trucs, donc ce que tu dois porter, faut que ça soit un peu drip, quand on te voit, on sait que bon, toi, tu connais. Ouais, c'est ça, les casquettes, les t-shirts, les pantalons, les chaussures et tout. Le style vestimentaire que moi je préfère, c'est les chemises en soie ou bien en satin, et puis les jeans, c'est parce que c'est ample et tout. Et puis j'aime bien aussi les t-shirts sur les jeans, j'aime bien les jupes aussi avec des tops. Moi j'aime bien ça parce que d'abord c'est ample, je suis à l'aise dessus, et puis je trouve que c'est sexy aussi, ça montre bien mes formes et tout. Voilà, les jupes avec top, les chemises. C'est professionnel, ça va partout, je trouve. J'aime beaucoup plus le style classique, c'est-à-dire les t-shirts, les bombas. Ça dépend aussi de la tendance. Et aussi les chemises en soie et autres. Parce que ça reflète un peu plus ma personnalité. Je suis du genre ne pas porter des trucs serrés. Je suis du genre relax, quoi. Donc je préfère plus mettre les bombas, les t-shirts. Et voilà. Nos jeunes, là, ce qu'ils font là, ils s'habillent débraillement. Mais maintenant, je dis, donc, comment genre, de propre. Tu as vu, non? Parce que nos jeunes là, ils sont agités. Et ce n'est pas bon. Nos jeunes là, ils sont agités. Mais ce n'est pas bon. Hein? Bon, aujourd'hui, les jeunes s'habillent de façon dépraillée. Et bon, d'autres portent des jeans déchirés et des habits à ciel ouvert. Le style vestimentaire des jeunes. Bon, la jeunesse, elle s'habille en son temps. Elle s'habille comme à son époque. J'ai mon regard personnel là-dessus. Il n'est pas critique, il n'est pas non plus appréciatif. Mais j'ai quand même mon regard sur le style vestimentaire des jeunes. Ils sont comme ils sont. Je ne vais pas les pointer du doigt, mais ils sont comme ils sont. Voilà. Et parfois, on voit des styles qui sont à décrier. D'accord, on voit des styles qui sont à décrier, mais est-ce que c'est suffisant pour leur porter un regard? Je ne suis pas de leur époque, donc je ne peux pas clairement porter un jugement de valeur sur le style vestimentaire. C'est un peu ça, quoi. Donc, tout ce qui vient de l'Europe, là, c'est ça que nous on copie ici. Donc, on n'a pas à s'imposer. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de les suivre. Parce que les télévisions, tout ça là, montrent que on les suit. Les habillements, tout ça là. Oh, nous sommes africains. Je crois que nos habits nous sied ici. Par exemple, quand moi j'étais au nord à Parakou, les lundis et les vendredis, nous sommes en tenue locale. C'est très beau, c'est joli. Mais quand tu viens à côté, tu portes ça là, on te regarde même pas. C'est comme si tu es venu du village, quoi. Donc, moi, je vois que c'est l'Occident qui nous a colonisés. Et puis, bon, on est obligé de faire avec. Quand tu vas rester dans un groupe, tu es obligé de... C'est tout ce que nous vivons actuellement. Donc, nous, étant conseil jeune, les dit, on va donner une dos, habillé de l'eau ample et non loin. Parce qu'ils ont déjà copié l'Occident de telle manière qu'ils sont déjà habitués à ça. On ne peut leur rien faire par rapport à ça. Mais on peut les conseiller quand même. Quand vous le sortez là, quand tu portes l'habit local, c'est très joli et tout ça. Donc moi je crois que c'est les tailleurs qui vont plutôt manager sur ce plan. En interactualité au Mali, la justice a ordonné ce lundi que la mine d'or de Loulo-Gonkoto soit mise sous administration provisoire pendant 6 mois. Le gisement fait depuis 2 ans l'objet d'un bras de fer entre la junte malienne et le groupe minier canadien Barrick Gold. Les autorités de Bamako espèrent reprendre les opérations de production stoppées en janvier sur ce site aurifère alors que les coûts de l'or sont au plus haut. Le reportage. La justice malienne a ordonné lundi le placement sous administration provisoire pendant 6 mois de la société minière Barrick Gold. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre du conflit entre cette société minière canadienne et les militaires au pouvoir à Bamako, principale pomme de discorde, des taxes impayées et des contrats jugés inéquitables passés avec le gouvernement malien précédent. En décembre de l'année dernière, Barrick avait fait une proposition
En décembre de l'année dernière, Barrick avait proposé à Bamako le paiement d'une enveloppe de 370 millions de dollars après un mandat d'arrêt émis contre son président directeur général. La société canadienne a sollicité aussi en décembre l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements afin de trouver un accord avec le Mali. Au Kenya, nouvelle révélation dans l'affaire de la mort d'Albert Ojwang. Cet enseignant et blogueur est décédé en détention il y a une semaine. Sa mort a suscité une vague émotion de colère. Accusé d'avoir dénoncé la corruption policière, il est retrouvé mort. Le chef adjoint de la police kenyane dépose officiellement le tablier suivant. Le chef adjoint de la police kenyane a démissionné lundi alors que la justice enquête sur la mort suspecte du blogueur Albert Ojwang. Arrêté le 6 juin pour avoir diffusé de fausses informations sur un haut responsable de la police, Ojwang a été transféré à Nairobi, à 400 km de son arrestation, où il a été retrouvé mort 2 jours plus tard. L'officier Samson Talam, inculpé, a comparu lundi pour une demande de libération, sous caution. Vu l'intérêt que cela a suscité, que veulent faire l'autorité indépendante de surveillance de la police et les autres officiers? Ils se lancent dans une opération de communication. Pourquoi faire? Pour redorer leur image? Pour trouver un coupable? Un coupable qui n'était même pas là, qui était loin de la scène, qui n'a jamais approché cet endroit. Ils disent qu'il aurait voulu interférer avec les caméras de surveillance alors que l'autorité indépendante de surveillance de la police avait déjà sécurisé les lieux. Si la police évoque un choc contre un mur, un rapport médical parle de signes d'agression. Le président William Ruto promet une enquête complète, mais les disques de vidéosurveillance ont été effacés. En Ouganda, une nouvelle loi signée par le président Museveni autorise à nouveau les procès militaires contre des civils malgré une interdiction de la Cour suprême, une mesure qui suscite l'indignation de l'opposition et des défenseurs des droits humains. Le reportage. Le président ougandais Yoweri Museveni a signé une loi autorisant les tribunaux militaires à juger des civils. Alors que la Cour suprême du pays a interdit cette pratique dans un arrêt au début de l'année, la qualifiant d'inconstitutionnelle, le gouvernement de M. Museveni a ensuite présenté une nouvelle législation visant à rétablir les poursuites et le Parlement l'a adoptée le mois dernier. Les dirigeants de l'opposition ont jugé cette décision contraire à l'arrêt de la Cour suprême qui s'appuyait sur une législation antérieure qui avait été contestée devant les juridictions inférieures. Les défenseurs des droits de l'homme affirment depuis longtemps que le gouvernement utilise les tribunaux militaires pour persécuter les opposants politiques de M. Museveni, qui est au pouvoir depuis près de 40 ans. Les collaborateurs de Yoweri Museveni ont démenti ces allégations, affirmant que seuls les civils qui utilisent des armes à feu pour commettre des actes de violence politique sont poursuivis devant ces tribunaux. Les tribunaux ougandais pourraient intervenir à nouveau s'ils recevaient une pétition de citoyens contre la législation. Israël et l'Iran ont échangé des barrages de missiles pour la 5e nuit consécutive ce mardi, malgré les appels à la fin des hostilités émis par la communauté internationale. Les deux ennemis ne montrent aucun signe d'apaisement dans la confrontation militaire qui les oppose cet après-midi. Des sirènes ont sonné à 23h25 heure de Paris dans le ciel d'Israël, mais juste avant minuit, l'armée israélienne a abaissé le niveau d'alerte. Pour la 5e nuit consécutive, les forces armées iraniennes ont continué de tirer des missiles en direction d'Israël. Dans la nuit, les gardiens de la révolution ont annoncé des frappes sans interruption jusqu'à l'aube sur Israël. Côté iranien, de fortes explosions ont été entendues dans la capitale. Ce lundi, l'armée israélienne a bombardé le siège de la télévision d'État iranienne, détruisant une partie du bâtiment. Le régime israélien a délibérément frappé des zones civiles densément peuplées dans plusieurs grandes villes iraniennes où vivent des millions de personnes. Jusqu'à présent, 1480 personnes ont été tuées ou blessées. Au moins 224 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués. L'Iran défendra résolument sa sécurité et son intégrité territoriale. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les moyens militaires et économiques impliqués dans l'agression.
L'Iran ne cherche pas la guerre ou l'escalade, mais nous n'hésiterons pas à défendre notre peuple, notre territoire et notre souveraineté. Si Israël divisait des sites nucléaires et des bases militaires, l'Iran accuse Tsahal d'avoir attaqué un hôpital dans l'ouest ainsi que des zones résidentielles ces derniers jours. La salle souterraine du site nucléaire de Natanz, pilier du programme du pays, a pour l'heure été préservée. Vous voulez une désescalade comme nous voulons une désescalade. Retirer les armes nucléaires des mains de l'Iran, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est très simple. L'escalade signifie se précipiter sur la bombe. L'escalade, c'est nous attaquer avec des missiles de partout. C'est ça l'escalade. Sur son réseau social, le président américain Donald Trump a estimé que la population iranienne devrait évacuer Téhéran. Avant de quitter prématurément le sommet du G7 à cause du conflit, il a assuré depuis le Canada qu'un accord allait être signé pour mettre fin au conflit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.